Encore une des conférences mensuelles de l'Association des Béninois de Québec. La conférence de ce soir va porter sur comment éviter les attentes interminables à l'hôpital et comment faire pour dépenser moins, surtout ici au Québec. Et elle sera animée par le docteur Gaudens Akako, à qui je dis bienvenue. Merci d'avoir accepté de présenter cette conférence, M. Akako, et puis le micro est à vous. Désolé. Vous me recevez? Alors, bonjour à tous. Je suis Gaudens Akako. Merci au président d'avoir pensé à moi pour cette thématique. Merci Linda. Merci à tous ceux qui sont intéressés par la thématique et qui ont libéré leur temps pour se rendre ici ce soir. Alors, moi, je suis Gaudens Akako. J'ai fini mes études médicales au Bénin en 2015. J'ai soutenu en médecine interne. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en santé publique en France, dans le domaine de l'organisation des services de santé et économie de la santé. Et en parallèle, j'ai fait une spécialisation en gériatrie. Et là, depuis 3 ans, je suis dans un programme de doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. Donc, voilà un peu pour mon background et la thématique qui est ici abordée. C'est une thématique d'intérêt parce que, de mon point de vue, bien sûr, j'ai été témoin de situations dans lesquelles plusieurs personnes quand même se sont vues, ont reçu des factures où ils étaient vraiment déçus. J'ai discuté avec des personnes qui ont renoncé à avoir des enfants parce qu'ils craignent pour les factures, que ce qu'ils allaient recevoir comme facture. Et également, ce qui est évident pour tous d'ailleurs, c'est ce qui concerne bien sûr les attentes dans les services des urgences en général. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Et au rang de ces facteurs, il y a surtout la méconnaissance de l'architecture du système de santé. Et une connaissance de cette architecture nous permettra de savoir à quelle porte il faut frapper au moment opportun pour pouvoir avoir le service qu'il nous faut, dont on a besoin, dans un délai court, mais non seulement ça, à des coûts abordables. Donc, voilà un peu pour le... Voilà un peu pour le... Comment je vais dire, pour le contexte de la thématique et pourquoi je trouve ça personnellement d'intérêt et pourquoi surtout j'ai apprécié que le président ait suggéré l'idée pour qu'on en parle. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons, je pense d'abord faire le portrait de la situation dans les hôpitaux de Québec pour ce qui concerne les attentes et les coûts des services de santé en général. Et dans ce sens, j'ai choisi quelques services de santé dans le panier de soins auxquels nous avons le plus souvent recours lorsqu'on est pour la plupart donc des immigrants en attendant d'avoir la RAMQ. Mais pour ce qui concerne les attentes, le filtre ne concerne pas forcément les personnes ayant la RAMQ ou pas, mais ça frappe tout le monde. Le deuxième point que nous allons aborder dans cette présentation, ça va concerner les raisons qui sous-tendent ces faits, c'est-à-dire ces portraits, qu'est-ce qui explique ça? Il y a plusieurs facteurs, il y a des facteurs structurels, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce sens-là. Je vais juste mettre l'accent sur les facteurs qui nous concernent nous-mêmes en termes de choix des portes auxquelles il faut frapper. Le troisième point, ce sera de voir comment il faut éviter ça, à quelle porte il faut frapper. Et ceci ne se veut pas d'être une présentation scientifique magistrale. Pour pouvoir concevoir cette partie, j'ai eu des échanges avec des collègues en santé communautaire, avec des collègues également et des amis qui sont en milieu de pratique dans la ville de Québec. Et on a essayé de voir quelles sont les différentes offres qui sont faites pour la population et où est-ce qu'il faut aller en premier lieu. Donc, avec ce sondage, on a essayé de proposer une sorte d'algorithme pour voir à quel service il faut aller en premier, mais tout ceci
il faudra nuancer en fonction des problèmes de santé que chacun présentera. Bon, après la conclusion, on va passer à la phase des commentaires et surtout des questions. Alors, pour la mise en contexte, je me suis arrêté dans la perspective des soins primaires, c'est-à-dire une personne lambda qui a un problème de santé. C'est dans ce cercle-là je me suis arrêté. Je n'ai pas voulu être dans les services et soins de santé parce que ça, c'est beaucoup plus large. Donc, contexte d'une personne qui a peut-être mal à la tête, qui a mal quelque part, qui a des soucis particuliers, qui a besoin d'un agent de santé, où est-ce qu'il doit, à quelle porte il doit frapper. Pour moi, c'est important aussi parce que de faire cette précision dans un premier temps et dans un deuxième temps, c'est important parce que nous savons que les problématiques en lien avec les services de santé, c'est aujourd'hui un peu comme une affaire de drapeau. C'est-à-dire les drapeaux, c'est un peu comme je suis fier d'être béninois, je brandis mon drapeau. C'est ce que c'est pratiquement devenu aujourd'hui avec les affaires de système de santé. Et les personnes les plus fières de leur système de santé, ce sont les Britanniques. Le NHS, c'est le plus souvent, c'est nous sommes fiers, nous sommes fiers. Et puis, il y a un sondage également qui a été fait au Canada et qui prouve que 3 Canadiens sur 4 estiment qu'ils ont le meilleur système de santé au monde. Les Français, ils vous diront la même chose. J'ai entendu des Français dire ça. C'est pour dire simplement que tout le monde essaye de montrer que son pays est le meilleur en la matière. Évidemment qu'on ne va pas sous-classer le Bénin. J'ai exagéré une fois pour dire, et ça, franchement, c'était mon point de vue. Après que j'ai échangé avec un ami qui était ici au Québec, qui avait un problème de santé, qui s'était orienté d'une manière, il a reçu une facture vraiment folle, mais il n'était pas satisfait. J'étais un peu remonté au point où je dis que le système béninois est encore mieux. Donc, c'est pour dire que c'est une affaire de drapeau, de fierté, de part et d'autre. Et je n'exagère pas aussi non plus. Hein. C'est pas mal notre système au Bénin, vraiment. Même s'il y a plein de choses à améliorer, c'est vraiment pas mal. Donc, mon intention ici n'est pas de dénoncer pour dire que le système canadien ou québécois n'est pas bon. Voilà ce que je veux dire comme postulat. C'est juste pour savoir où est-ce qu'il faut aller, comment il faut composer avec les insuffisances de ce système, comme la plupart des systèmes d'ailleurs. Et cette thématique donc des attentes et des coûts, ça touche tous les pays occidentaux. Donc, ce n'est pas seulement le Québec. Alors, je parle d'une mise en situation et deux étudiants, je vais dire. Bon, alors, trois dames ou bien la même personne, en voulant, elle était enceinte, bien sûr, et en fonction du choix qu'elle fera pour le suivi et l'accouchement, je prends le cas d'une personne qui n'a pas la RAMQ, par exemple. Et ça va revenir souvent que je fasse cette précision parce que les personnes qui ont la RAMQ, en dehors du fait qu'ils sont sujets, elles sont sujettes, n'est-ce pas, aux problèmes en lien avec les attentes, pour les coûts, ça ne les frappe pas trop. Sinon, ça ne les frappe pas, pratiquement pas. Encore qu'on peut encore en discuter dans ce sens-là. Mais une femme immigrante qui est résidente temporaire, donc qui n'est pas éligible à la RAMQ, en fonction du choix qu'elle fera, elle prend le parcours A, par exemple, et ça, c'est des faits réels. La première a reçu une facture de 15 000, alors, la photo cache un peu. Alors, la première a reçu une facture de 15 317 $. La deuxième a reçu une facture de 10 623 $. Et la troisième a reçu une facture de 7 926. Et ce sont des faits réels. Je suis en train de parler du suivi de la grossesse et de l'accouchement, bien sûr. Suivi de la grossesse et de l'accouchement. Donc, le choix que nous faisons, c'est vraiment déterminant pour savoir est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est court. Voilà un peu. Et donc, quand on veut rentrer dans les détails, comment ça se présente? Pour le portrait de la situation, en termes d'accessibilité aux soins, le Canada, je ne me suis pas perdu non plus. Quand je parle du Canada, considérez surtout que tous les chiffres que je donnerai pour la plupart
le Québec est situé en dessous de la moyenne fédérale. Donc, ce sont ici les chiffres fédéraux. Donc, au Canada, le Canada est classé pas bien en termes d'accessibilité aux services de soins. Parmi les pays de l'OCDE, les pays de l'OCDE, c'est une sorte de jet-set entre les pays développés riches qui se font de toutes petites concurrences avec bon enfant, bien sûr, pour se motiver de part et d'autre. Donc, dans ces pays, on a la France, on a le Japon, les États-Unis, le Canada. Le Canada n'est pas bien classé. Je crois qu'il doit être le 8e en quelque sorte. Pourtant, les sous qui sont inversés, qui sont injectés dans le système chaque année sont quand même importants. Et pour pouvoir aborder cette thématique, il y a particulièrement une anecdote d'un Québécois qui s'était rendu à Miami. Il est parti aux urgences. Et vous savez, quand on est souvent, ici, on a souvent l'écho des autres pays sans savoir leur réalité en tant que telle. Donc, il était parti en vacances et un jour, il est parti aux urgences parce qu'il ne se sentait pas bien. Une fois aux urgences, il se rend compte qu'il n'y avait personne aux urgences. Et il dit voilà, qu'il savait qu'en venant ici, il ne serait pas satisfait parce qu'on lui a déjà dit que le système des États-Unis, c'est vraiment n'importe quoi, ce n'est pas intéressant. Et il hésite s'il faut retourner chez lui ou pas. Mais il s'est rapproché de l'infirmière, il lui demande, c'est un fait qui s'est passé en 2016 ou 2017. Il se rapproche de l'infirmière qui était debout et il lui demande, mais qui vient aux urgences s'il n'y a personne? Que ça l'inquiète. Et l'autre lui dit, pourquoi tu t'attends à voir des gens aux urgences? On a dit urgence. Urgence, ce n'est pas pour venir s'asseoir, c'est pour pouvoir être vite pris en charge et parti. Pourquoi il le dit? C'est parce qu'en moyenne au Canada, il faut faire 4 heures aux urgences pour pouvoir être reçu. C'est à ça qu'il est habitué. Donc, on est habitué surtout à voir des images comme ça où il faut attendre longtemps. Donc, il n'a pas mis en perspective avant d'aller aux États-Unis. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, pour les urgences, environ, c'est 4 heures d'attente. Pour avoir et pouvoir être reçu par son médecin de famille, en moyenne, c'est 7 jours. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous appelez votre médecin de famille, environ c'est 7 jours pour pouvoir le recevoir. Nous sommes ici dans les moyennes. C'est une moyenne, donc il y a les valeurs extrêmes de part et d'autre. Et ça, ce sont les chiffres fédéraux toujours, mais pour tous ces critères, j'ai vérifié, le Québec est en dessous pour tout ça. Pour pouvoir voir un médecin spécialiste, c'est 4 semaines. Donc, le problème que nous avons, ce n'est pas parfois, parfois ce sont des problèmes quand même d'ordre important qui nous inquiètent, qui nous stressent. Et attendre 1 semaine, 2 jours, 3 jours, ce n'est pas souvent de la joie. On n'est pas souvent heureux d'être dans des situations du genre. Précisément au Québec, il y a aujourd'hui 629 440. Bien sûr, personne, c'était en 2019, qui était sur la liste d'attente pour avoir un médecin de santé, un médecin de famille. Donc, ça veut dire que ça fait plus d'1 an qu'ils étaient sur la liste d'attente. Avec la COVID, ça s'est empiré et voilà un peu la situation, le portrait dans ce qui concerne l'accessibilité aux services de santé. Mais du point de vue de l'habilité, bon, je veux parler donc du point de vue des soins. Les soins au Québec et au Canada en général sont dispendieux. Néanmoins, on doit reconnaître et nuancer que les soins en France sont largement plus chers. Et c'est ça ce qui est surprenant dedans quand on entend ça. Vous m'excuserez de faire souvent le parallèle avec la France parce qu'il y a 2 aspects. C'est un système que je connais bien. Deuxièmement, depuis 2000, l'OMS avait classé ça comme le meilleur système au monde. Et je ne pense pas qu'il y ait encore un autre classement réel qui les ait boostés de cette place-là. Donc, en quelque sorte, c'est un peu une référence. Et puis, je peux aussi faire des parallèles avec le Bénin dans notre pays. Donc, les soins sont dispendieux. Le plus dispendieux, surtout, c'est en Suisse. Après les États-Unis, c'est la Suisse, les pays de la Norvège, mais la France, c'est vraiment dispendieux également. Donc, le Canada, si on met tous les pays européens ensemble, le Canada vient en 3e position. Donc, les soins ne sont pas vraiment moins chers ici en tant que tels, et particulièrement lorsqu'on n'a pas la RAMQ. Et en voici quelques exemples. Lorsque vous visitez les services des urgences, parce que vous avez un problème de santé,
la RAMQ reçoit une facture. Donc, vous partez, vous ne recevez pas la facture, mais la RAMQ paye. Elle paye à l'hôpital 322 $. Et quand vous n'avez pas la RAMQ, la facture vous est adressée directement. Et si vous avez une assurance privée, la facture est adressée à votre assureur. Et c'est 1078 $. Mais si vous partez un instant et que vous savez, on vous prend vite en charge, vous arrivez, on vous reçoit, vous asseyez un peu, et il y a une infirmière qui vient, qui fait le tri. Et c'est elle qui va catégoriser celui-là, c'est situation chaude, bien tiède ou prioritaire, non prioritaire. Après cette étape-là, si vous attendez 1 minute, vous attendez 1 heure, on ne vous prend pas. Vous attendez 2 heures, on ne vous prend pas. Et que par bonheur, vous vous fâchez, vous partez, vous allez recevoir quand même la facture de 1078 $. Donc, ce n'est pas forcément que le médecin vous voit ou pas. Après le tri, c'est considéré que vous avez reçu les services. Et 1078 parce que les honoraires du médecin ne sont pas encore dedans. Voilà un peu le tableau. Ça, c'est la visite aux urgences. Pour un accouchement normal, un bébé normal, accouchement par voie basse, on attend que vous fassiez au moins 2 jours en salle. Et pour les 2 jours, la journée à 3500. Ça varie d'un hôpital à un autre. J'ai considéré la référence de l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec. Et ça fait au total 14 000. Et pardon, 7 000. Et ça, c'est votre facture, la facture de la femme seule. La facture de l'enfant est à part. Pour l'enfant, c'est 2 500 par jour. Et ça fait au total de 5 000. Donc, en général, pour un accouchement normal, vous allez dépasser en moyenne 10 000. Le minimum, c'est 10 000. Donc, c'est vraiment pas cher pour des personnes qui sont en situation, qui sont venues fraîchement. Pour une hospitalisation de jour, donc c'est une personne qui va, qui s'inquiète et on lui dit, OK, nous-mêmes, on n'est pas très sûr, on vous met en observation. C'est 5 121 $ par exemple. Et la RAMQ, si la personne est titulaire ou bénéficiaire de la RAMQ, elle va payer 1300, là il y a une erreur, hein, ce n'est pas 13 000, c'est 1369 $. Donc c'est mon dollar là qui s'est transformé en deux en quelque sorte. Donc 1369 $ que la personne reçoit et dans le cas de celui qui n'a pas la RAMQ, c'est 5 000 au moins qu'il va recevoir. Multiplié par le nombre de jours qu'il va faire au cas où on l'opérait par exemple. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les coûts. Ce n'est vraiment pas facile pour quelqu'un qui est nouveau dans le système. Alors, dans le cas des nouveaux-nés, je le disais tout à l'heure, le bébé, c'est 2 500 par jour. Et s'il fait 2 jours, et c'est le temps qu'on attend d'abord pour que l'enfant, après l'accouchement, c'est 2 jours, il doit faire en moyenne. On observe pour savoir qu'il est en bonne santé ou pas. Donc, ça fait 5 000. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de cela 2 mois environ, le ministre Dubé a fait voter une loi récemment. Et avec cette loi, désormais, les bébés qui naissent ici, quel que soit le statut de ses parents, il est bénéficiaire de la RAMQ. Donc, dans ces conditions, au moins pour les personnes qui craignent pour l'accouchement et qui craignent pour la facture de l'enfant et autres, ça fait un minimum de 5 000 qui sont au moins réduits en quelque sorte pour ça. Et l'enfant est bénéficiaire de la RAMQ. Donc, tous les soins que l'enfant va prendre, ce n'est pas inclus dedans. Voilà. Donc, c'est seulement la facture de la mère qu'il faut prendre. Voilà un peu pour ce qui concerne les attentes, ce qui concerne également les coûts. Les raisons qui sont derrière ça, le plus souvent, il y a, comme je le disais tantôt, il y a des facteurs structuraux. Donc, il y a d'abord un problème en termes de nombre de médecins dans la province. Il y a des facteurs qui sont liés également au choix de la population parce que le système de santé du Québec et la plupart des systèmes bévérygiens, donc ces systèmes bévérygiens sont des systèmes qui sont calqués en quelque sorte sur le système, le modèle du système britannique. C'est pratiquement la même chose. Donc le Canada, la Grande-Bretagne et en général les pays du Commonwealth, ce sont des pays qui ont pratiquement le même système, le système bévérigien. Donc, c'est organisé autour du médecin de santé, du médecin de famille. Donc, le médecin de famille est et doit être la porte d'entrée pour accéder au système de santé. Cependant, il y a plusieurs points où vous pouvez rencontrer les médecins, le médecin de famille. Et si vous frappez à une porte versus une autre, la facture peut ne pas être la même. Le temps d'attente peut ne pas être
le même. Donc, c'est juste sur cet aspect que moi, j'ai voulu focaliser mon analyse et mes propositions pour que nous puissions éviter de nous retrouver à perdre du temps dans les services des urgences ou à recevoir des factures assez dispendieuses. Donc, nous ne frappons pas à la bonne porte et nous manquons d'informations sur les assurances privées. C'est quand même important aussi cet aspect-là. Le plus souvent, les affaires de factures, c'est beaucoup plus aussi des facteurs d'assurance. Alors, comment il faut faire? Et c'est ça ici le nœud même, le cœur de la problématique et de ce que je pense qui est important. Notons que face à un problème de santé, le législateur a proposé un schéma à 5 niveaux et il faut dans un premier temps se demander est-ce que mon problème est d'ordre vital ou non vital? Les problèmes vitaux, c'est vrai que ça peut faire polémique, bien sûr, mais également, ça, c'est sujet à débat. Je suis entièrement ouvert à ça. Comment je vais faire pour savoir si mon problème est vital ou pas? Parce que face à la douleur, l'un va coter sa douleur 10 sur 10. Dans le même temps, l'autre va coter sa douleur à 2 sur 10. Pour être un peu provocateur, mettez les hommes au niveau de 10 et les femmes au niveau de 2, parce que la science a prouvé que les femmes supportent plus la douleur que les hommes. Donc, je veux dire par là qu'il y a des problèmes d'ordre vitaux, il y a des problèmes qui ne sont pas d'ordre, qui ne relèvent pas, donc qui n'engagent pas le pronostic vital. Comment il faut le reconnaître? Nous connaissons la vie, mais également nous connaissons les signes qui menacent la vie. À côté de nous, une personne qui est en danger de mort, on le sait le plus souvent. Théoriquement, c'est dans ces conditions-là qu'on s'attend à nous à l'hôpital. Autrement, si notre problème n'est pas d'ordre vital, il y a 4 portes ou portails qui sont offerts à nous. D'abord, nous pouvons aller chez un médecin de famille. Nous pouvons aller dans les cliniques de médecine familiale, dans les groupes de médecine familiale, à 100 rendez-vous. Nous pouvons aller dans les CLLC ou bien nous pouvons recourir à la téléconsultation. La téléconsultation, c'est le 811. Par contre, lorsque c'est un problème d'ordre vital, il faut faire recours au service des urgences. Autrement dit, il faut aller à l'hôpital. C'est le système, voilà comment c'est organisé. Donc, nous inversons le plus souvent, et surtout quand le problème nous touche dans la nuit, notre premier réflexe est d'aller à l'hôpital parce que généralement, les cliniques ne sont plus ouvertes, le GMF n'est pas ouvert, le CLLC, je crois qu'ils font des gardes aussi, la téléconsultation, elle est ouverte également, mais généralement, nous allons d'abord aux urgences et c'est surtout là qu'il y a les attentes, c'est là qu'il y a les boudes. Alors, pour pouvoir aller aux propositions claires, savoir où est-ce qu'il faut aller en premier lieu, il faudrait connaître les attributs de chaque porte et quels sont les inconvénients qui nous guettent dans ce sens-là. En ce qui concerne la médecine de famille, c'est fait pour le suivi des familles et l'orientation vers le spécialiste. En plus de ça, vous voyez la consultation ordinaire et lorsque vous avez un médecin de famille, le plus souvent, il vous donne rendez-vous à une heure donnée, à une date donnée. Et quand vous allez là-bas, le plus souvent, vous n'avez pas à attendre plus de 30 minutes. C'est la moyenne. La moyenne, vraiment ça. Sinon, des fois, vous allez et il vous reçoit à l'heure à laquelle vous avez dû venir. Mais le problème est qu'avec ça, tout le monde n'a pas accès au médecin de famille quand tu n'es pas résident permanent. Quand tu n'es pas citoyen, quand tu n'es pas titulaire d'un permis de travail fermé, ou tu n'es pas, oui, c'est ça, c'est les 3 situations que je sais. S'il y a d'autres, je serai content, bien sûr, de recevoir votre avis sur ça. Tu ne peux pas t'inscrire chez un médecin de famille parce qu'il te faut la RAMQ. Et voilà les situations dans lesquelles, quand même, tu dois être avant de pouvoir prétendre avoir la RAMQ. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu est que, en dépit de la RAMQ, il y a des gens encore qui sont encore sur la liste d'attente depuis 1 an, depuis 1 an et demi. Alors que c'est la situation idéale, passer chez un médecin de famille. La deuxième porte, ou bien le deuxième portail, c'est la clinique de médecine familiale où on parle de 100 rendez-vous. En fait, elle a été proposée, moi je trouve ça vraiment comme une idée de génie, d'avoir trouvé cette option-là pour pouvoir repêcher les personnes qui n'ont pas la RAMQ, les personnes qui sont sur la liste d'attente ou encore les personnes qui ont des assurances privées. Donc, leur rôle, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un problème et que vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous, c'est dans cette clinique-là qu'il faut aller.
La moyenne, c'est qu'en 24 heures, ils vous reçoivent. Et l'avantage, c'est qu'on vous reçoit, vous êtes consulté par un médecin, il vous donne un rendez-vous à 10h10, par exemple. Vous allez là-bas, c'est environ 10 minutes, approximativement 10 minutes, vous êtes reçu. Mais le temps qu'il faut pour passer chez lui, ça peut varier. Donc, tout ça, c'est des moyennes. Mais en moyenne, c'est pratiquement le même temps que la médecine de famille. Donc, n'importe quel problème que nous avons aujourd'hui, on ne peut plus seulement se plaindre pour dire que le système n'est pas accessible et autres, parce qu'on n'a pas pu prendre rendez-vous auprès de médecins de famille, ou bien parce qu'on n'a pas pu avoir un rendez-vous avec le médecin de famille dans le délai que nous voulons. Par conséquent, il y a les cliniques sans rendez-vous qui sont vraiment une véritable porte. L'inconvénient, c'est que, si je peux appeler comme ça aussi, c'est qu'il faut être obligé de réserver une place la veille du jour où vous voulez passer. Il y a la plupart de ces cliniques, il faut aller à partir de 17 heures pour aller sur le portail et réserver une place. On dit sans rendez-vous, mais c'est ça. Il faut aller quand même réserver une place. Ils ne veulent pas qu'on dise rendez-vous, mais ils disent réserver une place. Il y a d'autres cliniques qui ne passent pas par ça, qui n'exigent pas ça. Les CLLC, ce que j'apprécie surtout dans ceci, c'est que c'est un service qui tient compte à la fois, qui facilite l'accessibilité, mais qui facilite également l'accessibilité en termes de temps et de la proximité, le temps qu'il faut pour pouvoir avoir le service, mais également la facture est le plus souvent plus abordable. Et moi, j'ai connu des gens qui, le médecin les a orientés vers le CLLC. Et ce que je dis, il faudrait surtout qu'on nuance, ça ne veut pas dire que j'oriente tout le monde vers le CLLC. La personne a reçu une facture, elle a été plutôt au CLLC et il devrait faire le suivi à domicile. Le CLLC s'est rapproché de la personne et effectivement, la personne disait qu'elle n'avait pas les moyens. Elle a renoncé au service de santé. Et c'est pas rare. Donc, face à ça, le CLLC, ce CLLC dont je parle précisément sans le nommer, est allé jusqu'à offrir les services-là gratuitement à la personne. C'est la seule fois que moi j'ai vu ça dans le Québec. Je n'ai jamais vu ça quelque part. C'est seulement le cas là que j'ai vu. Ils ont offert le service sur 3 jours gratuitement à la personne à domicile et ça devait revenir autour de 700 $. Le problème avec ça est que le temps d'attente est très long, vraiment très long. Et là, il n'y a pas de rendez-vous non plus. Vous allez le matin, c'est le premier venu qui a le premier servi et c'est plus long souvent. La télémédecine, c'est que c'est le 8h1. L'avantage de ceci, c'est que vous appelez n'importe quelle heure, c'est 24 heures sur 24, n'importe quel problème que vous avez. Quand vous les contactez, il y a une infirmière qui vous reçoit, qui vous donne des conseils, qui vous instruit pour vous dire voici ce que vous pouvez faire. L'avantage est que c'est une consultation gratuite et c'est des infirmières qualifiées. J'ai particulièrement recouru à ce service-là. C'est une consultation entière faite avec vous. Elle vous dit précisément qu'est-ce qu'il faut faire et c'est elle aussi qui peut vous orienter pour dire vous pouvez aller plutôt aux urgences, ça c'est plus important, ça c'est plus urgent, on ne peut pas attendre, ne jouez pas avec ça. Elle répond aux inquiétudes, mais l'inconvénient est que la médecine demeure toujours fondée sur le matérialisme, c'est-à-dire le corps doit être examiné pour qu'on puisse savoir s'il y a des erreurs ou pas. Donc, ce qu'on se dit au téléphone, ce n'est pas forcément parfait. Voilà. Donc, ça, c'est les inconvénients que moi, je trouve personnellement à ça. Et le dernier point, c'est les urgences. Il faut s'y rendre lorsqu'on sent que c'est vraiment un problème urgent. Donc, voilà un peu les attributs de chaque et puis les inconvénients qui vont avec. Non seulement lorsque c'est nécessaire que nous devons nous rendre aux urgences. Par contre, on ne va pas regarder le coût des services pour ne pas aller aux urgences parce que nous craignons de recevoir une facture folle, par exemple. Alors, pour pouvoir hiérarchiser et savoir où est-ce qu'il faut aller dans ça, comme je le disais au début, j'ai soumis une sorte de questionnaire à des collègues et à des amis qui sont dans le système de santé précisément, pour leur dire que s'ils avaient un problème de santé, qu'ils étaient des immigrants, où est-ce qu'ils seraient partis? Donc, pour avoir une vision de l'intérieur et d'hiérarchiser, et puis au vu de ça, je suis venu à la conclusion que selon ce qu'ils ont dit et selon la synthèse que je fais, c'est que
Lorsque vous êtes titulaire de la RAMQ, par exemple, lorsque vous avez un problème de santé, évidemment, il faut nuancer aussi, toujours mettre dans les contextes. Je suis dans le contexte où votre problème ne vous engage pas du point de vue vital. Donc, il faut recourir d'abord au 811. Le 811 peut vous dire, voilà le problème que vous avez, c'est important de voir votre médecin de famille. Le 811 peut vous rassurer, elle peut vous dire également que votre problème n'est pas grand-chose. Il y a une dame, elle a accouché et son enfant, les selles étaient complètement noires. Elle s'inquiétait. Elle a appelé le 811 et le 811 lui demandait quel est le lait qu'elle donne. Elle voulait partir aux urgences d'abord. Et le 811 lui rassurait, la rassurait pour dire que c'est parce que le lait contenait du fer. Donc, juste cette information qui a rassuré cette dame et de ce qu'elle me disait, son enfant n'avait plus du tout ce problème-là. Elle aurait pu partir à l'hôpital, mais c'est sûr qu'elle allait recevoir une facture. Donc, soit vous êtes satisfait, soit vous n'êtes pas satisfait. Et lorsque vous n'êtes pas satisfait, dans le cas de celui qui a la RAMQ, idéalement, il faut appeler votre médecin de famille. Si vous donnez rendez-vous dans 5-6 jours, ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire recours à la clinique sans rendez-vous. Mais l'inconvénient est qu'on risque tous, nous qui n'avons pas la RAMQ, de nous coincer tous au niveau de la clinique sans rendez-vous. Et ça pose un problème aussi. Donc, on sera en train de fuir un problème d'un côté, on ira créer un bouchon dans un autre endroit. C'est-à-dire, on fuit la voie bouchonnée, on va créer une autre voie bouchonnée de l'autre côté. Et si vous n'êtes pas satisfait, là, vous pouvez maintenant recourir à l'hôpital. Par contre, lorsque vous n'avez pas la RAMQ, idéalement, c'est encore le 811. Satisfait, OK. Non satisfait, il faut recourir à la clinique sans rendez-vous en premier lieu, puisque vous n'avez pas de médecin de famille. Ensuite, si cela ne marche pas, là, il faut prendre le risque d'aller attendre assez, par exemple, aux urgences, et dans ce cas, au CLLC, par exemple, ou, et si ça ne marche pas maintenant, il faut aller à l'hôpital. Voilà un peu la hiérarchie qui a été proposée, une sorte donc de petit algorithme qui ne se veut pas, c'est fondamentalement discutable, hein. Tout ça, c'est juste basé sur des points de vue subjectifs. Le dernier point que je vais aborder, c'est par rapport à la manière dont on peut s'organiser pour éviter les dépenses et les attentes. On avait déjà dit les attentes pour les dépenses. Pour ce qui concerne donc les dépenses, celui qui a la RAMQ, ça ne pose pas un problème a priori. Mais celui qui n'a pas la RAMQ, il faut forcément recourir à une assurance privée avant de venir au Québec. Avant de venir au Québec. Tout le monde, sauf les étudiants. Par exemple, quelqu'un qui est résident permanent et qui vient, ça, lui, je crois qu'il a une période de carence de 3 mois avant d'avoir la RAMQ. Si c'est une personne qui est enceinte, par exemple, dès qu'elle vient en même temps, elle peut avoir la RAMQ. On lui donne en fait une sorte d'attestation. Elle peut commencer par bénéficier des services. Mais si la personne n'est pas enceinte et que c'est le mari, par exemple, lui n'a pas directement ça, mais il lui faut d'abord une assurance privée pendant 3 mois. Pareil pour les citoyens qui reviennent après un séjour de plus de 181 jours ou 183, je ne sais plus trop, mais 183, je crois. 183 jours hors de la ville de Québec. Après ce délai, la RAMQ devient désuète, vous ne pouvez plus l'utiliser. Elle est désactivée. Donc, il faut recourir aux assurances privées. C'est vraiment important avant de venir. Les étudiants, ça c'est autre histoire. Dès qu'on vient, aussitôt, l'université nous l'impose. On n'a même pas de choix, on ne donne même pas notre avis sur ça. Donc, il y a certaines de ces assurances qui couvrent même la grossesse et l'accouchement. Et la moyenne, c'est $900 par an. Le cas que je dis, vous voyez, je vais revenir souvent sur la grossesse parce que j'ai eu beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté qui ont vraiment, surtout quand ils disent qu'ils renoncent à avoir des bébés à cause de ça, j'insiste sur ça. Il y a le fait de prioriser surtout les cliniques obstétricales. Alors, qu'ils vous souviennent, au début, j'avais donné, je crois qu'il me reste 3 minutes environ, je vais finir tout de suite. Je disais, donc au début, j'avais lancé l'exemple de 3 dames qui avaient suivi des chemins différents. La première a reçu une facture de 15 000, la deuxième une facture de 10 000 et la troisième de 7 000. En réalité, la première, elle a fait son suivi entier à l'hôpital. Donc, son médecin, rendez-vous tout le temps à l'hôpital. Tout le temps à l'hôpital. Le deuxième,
elle a fait son suivi dans les cliniques obstétricales. La troisième a fait son suivi dans une clinique dans les maisons de naissance. Donc, voilà des trois scénarios dans lesquels la situation s'est bien passée, l'accouchement a été normal, mais la facture de l'une est pratiquement le double de celle de l'autre. Donc, lorsque vous souscrivez à une assurance privée avant de venir dans ce cas, l'assurance, des fois, couvre à concurrence de 10 000 $. Donc, pour une personne, par exemple, celle qui a fait tout son suivi dans une clinique obstétricale, si elle avait une assurance privée, elle serait limitée, en fait, les 10 000 seraient couverts par l'assurance et elle n'aurait eu, je ne sais plus si elle aurait eu quelque chose à payer, je ne sais plus trop. Bref, celle qui a fait son suivi dans une maison de naissance, elle n'aurait rien à payer. Et celle qui a été à l'hôpital tout le temps, elle aurait eu 5 000 plutôt que de payer 15 000. Donc, c'est très important de voir ça comme point important. Le deuxième point que je trouve important, n'hésitez pas à dire à votre médecin que vous n'avez pas la RAMQ. Parce que quand le leur dit, ils tiennent compte de ça pour voir, des fois, ils ajustent le traitement, des fois, ils ajustent les bilans qui sont demandés, des fois, ils ajustent l'organisation des rendez-vous. Et le troisième point qui est important, c'est qu'il faut connaître le principe de la facturation. Lorsque vous allez à l'hôpital et que vous allez juste pour un prélèvement de sang, juste pour ça et que vous rentrez, vous allez payer 500 à l'hôpital de Saint-François toujours. Des chiffres, c'est autour de 500, 550. Juste pour le prélèvement que vous avez fait et l'analyse qui est faite. Un autre, il va le même jour. Il fait tous les bilans sanguins, il fait les bilans urinaires, il fait l'IRM, il fait le scanner, il fait tout. Il paye le même montant que vous. Parce que la tarification, elle est journalière. Elle est journalière. Que tu viennes juste pour une seule chose ou bien que tu viennes pour 1000, tu vas payer la même chose que celui qui est là. Donc, lorsque vous savez ça, vous discutez au cours du rendez-vous pour dire, ben, je n'ai pas la RAMQ, j'aimerais avoir tous mes rendez-vous en une journée. Et là, vous sacrifiez la journée pour vous asseoir à l'hôpital et vous passez d'un service à l'autre pour les prélèvements. Ça, pour les prélèvements et les examens. Donc, ça, c'est de petites astuces qui sont utilisées pour réduire les coûts. Et puis, le dernier point que je trouve, c'est qu'il faut avoir vraiment le 811 facile, vraiment facile. N'hésitez pas, la RAMQ ou pas, il faut avoir le 811 facile. En somme, pour moi, la porte à laquelle vous frapperez en cas de besoin définira le temps d'attente qui vous sera imparti. Et cela définira également la facture qui vous sera adressée en son temps. Voilà un peu ce que j'aimerais donner comme point important au début pour que après on puisse nourrir la discussion ensemble. Et quelques ressources qu'on peut utiliser également, j'ai mis ça également en complément. Et voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci bien, Dr. Akapo. J'ai appris tellement de choses que je me demande si je vais donner la parole aux personnes qui ont envie de poser des questions parce que j'ai tellement de questions. Mais il y a une première question dans le chat. Donc, je pense qu'on va d'abord passer à cette question-là. Il y a M. Blaise qui demandait, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir rapidement un médecin de famille? Alors, pour avoir un médecin de famille, il faut passer forcément par le portail. Il y a un portail qui est contrôlé par le gouvernement d'ailleurs, et c'est le gouvernement qui organise ça. Dans ce portail, il faut forcément s'inscrire sur ça. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen même de favoritisme dans ça. Je sais que ce n'est pas pour dire que nous voulons du favoritisme, non. C'est-à-dire que, un, il faut avoir la RAMQ. Deux, il faut obligatoirement passer par le portail. Voilà, il n'y a pas un moyen de catalyser l'accès à un médecin de santé, à un médecin de famille. Il n'y a pas, de mon point de vue, je ne sais pas s'il y a d'autres, et c'est toujours ce qui est bon dedans. Il faut avoir surtout le recul qu'il faut et dire qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un moyen de catalyser ça. Voilà. OK. Pour les autres personnes, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Je vais vous donner la parole. Vous pouvez écrire dans le chat. Je vais me charger de lire votre question au docteur Akapo. Moi, j'ai une question justement par rapport à la grossesse et
en fonction du lieu de prise en charge, est-ce que on a le même service dans dans une clinique obstétricale versus une maison de naissance, par exemple? Dans une maison de naissance, ce ne sont que des sages-femmes que vous avez. Par contre, le service est tellement bien encadré que vous ne souffrez d'aucune, et je le dis aucune là, prendre ça également en perspective parce qu'il n'y a pas de suivi de grossesse ou d'accouchement sans risque. C'est un peu prendre une voiture. Donc, c'est tellement bien encadré que la pratique est standardisée. Donc, la sécurité est garantie. Et avant que les sages-femmes ne vous reçoivent, ne vous admettent dans leur rang, parce que là aussi, il y a un petit nombre de rangs également qu'il faut avoir, une liste, bien sûr. Avant qu'elles ne vous admettent, elles vous reçoivent d'abord, elles font la l'anamnèse, elles vont discuter avec vous longtemps pour évaluer les risques possibles. Et c'est dès qu'elles se rendent compte qu'il n'y a aucun risque, a priori, que là, elles font le suivi avec vous. Donc, l'accouchement, ça se fait toujours dans leur centre. C'est pratiquement, je ne vais pas dire le même plateau, parce qu'à l'hôpital, c'est l'hôpital. Mais de l'autre côté, c'est un accouchement naturel. C'est un accouchement naturel. Donc, un accouchement naturel à l'hôpital versus un accouchement naturel dans une maison de naissance, vous allez disposer du même matériel. Par contre, lorsqu'il y a le besoin de recourir d'urgence à un service, celui qui est à l'hôpital, il va plus vite parce que ça se passe vite là. Alors que de l'autre côté, il faut appeler les ambulanciers, il faut venir plus tôt. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, exactement, c'était ça. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Dassi avant de passer les questions qu'il y a dans le chat. OK, merci beaucoup, Dr. Godin Sakako, de votre présentation. Je pense que j'ai été vraiment nourri ce soir et merci beaucoup. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir plusieurs assurances à la fois? C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir une assurance privée, même si j'ai la RAMQ, par exemple, qui me permet de réduire les coûts, mais est-ce que je peux avoir une assurance privée de côté pour pouvoir payer le prix que la RAMQ me demande de payer après un soin? Oui, oui, et même c'est la RAMQ qui vous oblige pratiquement à le faire. Parce que je ne sais pas si vous préférez que j'arrête le partage, à moins que d'autres compatriotes voudraient poser des questions par rapport aux diapositives. Sinon, je pourrais couper le partage. Ouais, je pense qu'on peut couper. On pourrait comme ça mieux se voir tous ensemble. OK. Parfait. Donc, la RAMQ vous oblige quasiment à souscrire à une assurance privée. Par exemple, on sait que les services de la RAMQ couvrent 70% des soins et des factures. 70%. Donc, quand on dit gratuit, ce n'est pas forcément gratuit, c'est 70%. Et dès que vous travaillez, à partir du moment où vous travaillez, la RAMQ vous oblige à souscrire à une complémentaire. Ça, je ne sais pas si ça répond précisément à ta question dans ce sens. Non, c'est pour dire que ce n'est même pas trop un choix. Mais quand vous n'avez pas du travail, là, la RAMQ, maintenant, elle compense la différence et là, vous bénéficiez d'un service à 100%. OK. Voilà. Oui, ben, ça répond à ma question. Merci beaucoup. OK, ben, je vais lire les questions qu'il y a dans le chat. Déjà, vous avez des félicitations du docteur Aïrou, qui vous remercie pour votre présentation. Merci. Il y a Madame Imelda qui demande c'est combien de délai en moyenne pour avoir un médecin de famille? Et est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à cela? Oui, j'avais donné quelques chiffres au début. En 2019, un peu avant la COVID, il y avait environ 650 000 personnes qui étaient en attente sur la liste d'attente depuis un an. Depuis un an. Avec la COVID, de 2019 à 2020, je crois que c'était jusqu'en mois de mars 2020, il y avait 100 000 personnes qui s'étaient ajoutées à cette liste-là.
Et c'était un article du Devoir la presse, le Devoir, qui était allé voir les sources au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui rapportait les chiffres. J'ai été vérifié également sur le site du ministère. J'ai vu ça effectivement, 100 000 personnes s'étaient ajoutées à la liste. Donc, pour la liste d'attente, approximativement, avant la COVID, donc jusqu'en mars 2020, avec l'hypothèse que parmi les 600 000, il y en a d'autres qui ont pu trouver de la place. On peut supposer encore que la loi de sortie-entrée est constituée. Donc, environ, il y a 600 000 personnes qui sont en attente quand même jusqu'en mars 2020. Et ça, c'est le deuxième volet de la question. Le premier volet, je ne me rappelle plus trop. C'était de savoir justement, est-ce qu'il y avait un délai en moyenne pour avoir un médecin de famille? Donc, combien de temps on passe en moyenne sur la liste d'attente? Ça dépend du problème que vous avez. Ça dépend du problème que vous avez. Il y a 3 catégories qui ont été constituées et que j'ai vues. Il y a ceux qui sont considérés comme les prioritaires urgents. Il y a les priorités importantes, je crois plus. Il y a 3 catégories. En fonction du problème que vous avez, on vous priorise ou bien on vous déclasse. C'est-à-dire on vous surclasse ou on vous déclasse. Pour la moyenne, par exemple les personnes âgées et les enfants, la moyenne c'est de 192 jours, je crois. Donc, moins d'1 an. 192 jours. Pour les femmes enceintes, et bon, ils ont mis, donc pour les femmes enceintes en général, et puis ils ont mis femmes enceintes avec les cancers ensemble, pas pour dire que la grossesse, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire, d'une catégorie, on trouve que tel groupe de personnes sont prioritaires. Dans ce groupe, généralement, dans le groupe donc, des femmes enceintes et des personnes souffrant de cancer, c'est autour de 100 jours. Mais lorsque c'est un suivi classique, un jeune vigoureux qui a la vitalité, etc., et qui veut juste s'assurer d'un quotidien agréable, performant, lui va autour de 2 ans environ. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu non plus également à votre inquiétude. Oui, vous remercie. Une autre question, il y a M. Abdoul qui demande, qui vous remercie déjà pour la belle présentation et qui demande où se référer pour un bilan de santé global et si c'est couvert par la RAMQ. Merci pour le message déjà. En ce qui concerne le bilan global, c'est possible de le faire, mais je me demande comment vous allez pouvoir le faire. C'est un concept qui est chez nous. Je parle de chez nous au Bénin, mais c'est vertueux, si vous permettez. C'est vraiment vertueux de dire je viens pour un bilan global. Et c'est pour compenser le fait qu'il n'y a pas un médecin de famille qui nous suit d'habitude. Donc, lorsque vous avez un médecin de famille qui vous suit d'habitude, vous n'avez plus besoin de ce bilan global parce que chaque jour, il vous suit, il suit votre poids, il suit la taille, il vous examine régulièrement. Donc, ça, c'est plus forcément nécessaire. Donc, ici, puisque le système est organisé autour d'un médecin de famille, je ne pense pas que vous puissiez vous rendre chez le médecin pour dire que vous voulez faire un bilan global. D'abord, pour pouvoir accéder au médecin, il faut dire ce que vous avez comme préoccupation et c'est au vu de ça qu'il vous donne un rendez-vous. Donc, je ne pense pas que cela soit possible. A priori, ils vont répondre à votre besoin en fonction de votre besoin. Il faut avoir un besoin avant d'aller là-bas. Maintenant, du moment où c'est le médecin qui vous consulte, qui fait les bilans, vous êtes couvert par la RAMQ si vous êtes titulaire de la RAMQ. Voilà un peu ce que je peux donner par rapport à cette question-là. OK. Bon, on n'a plus de mains levées pour le moment. On n'a plus de questions dans le chat. Je remercie encore tous ceux qui sont présents. Pardon. Et M. Abdoul vous remercie pour votre réponse à sa question. Merci. Et en attendant, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, sentez-vous libre, levez la main ou écrivez dans le chat.
La BQ a prévu un sondage, donc je vais le lancer en attendant que vous soyez en train de remûrir ou de repenser à d'autres questions. Merci d'y répondre, ça va leur permettre d'améliorer les choses qu'il y a à améliorer et d'être heureux de vous avoir aidé. Donc, il va s'afficher sur vos écrans. Pour le moment, nous avons 11 réponses sur à peu près une quinzaine de personnes présentes. Donc, j'attends encore un peu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours lever la main. Je vais prendre les tours de parole ou vous pouvez écrire dans le chat. Bon, on a 13 réponses sur 15. Oui, M. Dassé. OK, merci beaucoup encore au docteur Akako. Je voudrais savoir, une étudiante internationale à l'Université Laval, est-ce qu'elle est complètement couverte lorsqu'elle tombe enceinte? Elle est couverte entièrement, je crois. Et ça, je n'ai pas lu, mais j'ai eu une collègue qui a accouché. Et vous savez, c'est Desjardins qui assure les étudiants de l'Université Laval précisément. Elle avait reçu une facture de l'ordre de 22 000, je crois. Et la RAMQ, comment il s'appelle? Desjardins avait payé ça jusqu'au dernier centime. Par contre, lorsque c'est une personne lambda, ce n'est pas un étudiant qui souscrit à une assurance privée auprès des Desjardins. Desjardins a un langage qui est unique, qui ne couvre pas les risques sûrs, c'est-à-dire la grossesse. Que cela soit déjà avant ou après. Donc, je sais pas pourquoi c'est particulièrement aux étudiants que Desjardins a offert cette possibilité-là de bénéficier de ça. Donc, pour une étudiante, oui, ça marche. OK, merci beaucoup. Tu as eu une entente avec l'Université Laval, ben, je n'en sais pas trop, mais merci beaucoup pour la réponse. Okay. S'il faudrait dire qu'on devrait donc penser à tomber enceinte pendant nos études, ça nous reviendrait moins cher. Bon, je vais mettre fin au sondage. Je vais donner la parole à M. Achani juste avant de partager le résultat. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est par rapport au truc de tomber enceinte que vous venez de dire. Je pense que peut-être que
je ne sais pas si la RAMQ couvre les grossesses. Si la RAMQ couvre les grossesses, c'est peut-être pour ça que Desjardins ne couvrent pas les grossesses pour les non-étudiants. Vu que les étudiants n'ont pas droit à la RAMQ, s'ils ne couvraient pas les grossesses des étudiants, ça serait comme le laisser payer une facture qui n'a pas de sens, quoi. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible dans ce sens-là, effectivement. Oui. Merci pour cet apport. Et puis aussi, je me dis qu'effectivement, Desjardins essaye en quelque sorte d'offrir pratiquement le même service pour les étudiants, le même service que la RAMQ, peut-être, oui. Oui, je vais donner la parole à M. Adjin. OK, merci beaucoup pour la brillante présentation. Je voudrais te demander en fait, qu'est-ce qu'il y en a pour les conjointes d'étudiants? C'est là le... Pardon? Oui, vous avez fini? Oui, oui, c'est ma question. C'est là surtout le cœur de la discussion, si je peux dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans juste pour cet aspect-là, qui sont tombées dans des factures folles. Les conjoints ou les conjointes d'étudiants ou d'étudiantes, l'université ni Desjardins n'a rien prévu pour eux. Par conséquent, le conseil absolu que moi je donne dans ce cas, c'est qu'avant même de prendre le vol depuis le pays, il faut souscrire à une assurance privée voyageur impatrié, je crois. C'est comme ça ils ont libellé ça. Et ça coûte autour de $900 ou 834 par an. La seule condition qu'il pose, sinon deux conditions qu'il pose, je connais 3 assureurs comme ça, et je me garde de donner leur nom pour que cela ne soit un peu comme si j'oriente. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne couvrent pas la grossesse. Il y a d'autres assurances qui disent, oui, nous couvrons la grossesse à concurrence de $10,000. Donc, c'est grossesse plus accouchement. Grossesse plus accouchement. Donc, si vous allez tout le temps à l'hôpital pour tout, en 3 mois, vous allez finir le quota des 10 000 qui vous sont réservés. Et donc, il y a des gymnastiques qui sont faites et c'est pour cela qu'il y a d'autres qui préfèrent aller dans les maisons de naissance. C'est parce que maison de naissance, c'est suivi de grossesse plus accouchement. Là, c'est sûr. Donc, pour répondre à votre question, c'est qu'il faut souscrire à une assurance privée impatriée voyageur avant de quitter le pays. Comme ça, dès que vous venez, vous êtes immédiatement couvert depuis votre vol jusqu'au pays, jusqu'ici. Je crois que c'est pour 2 que j'avais consulté, ça tourne autour de $100,000 lorsque, par exemple, vous avez un problème de santé ou bien le conjoint ou la conjointe a un problème de santé, allant jusqu'à $100,000 pour l'année, c'est couvert par ces assurances-là. Par contre, pour la grossesse, quel que soit ce qui se passe avec l'accouchement, si vous recevez une facture de plus de 10 000, eux s'arrêtent à 10 000, c'est le plafond et ça s'arrête là. Mais je trouve que ce n'est pas rien. OK, merci beaucoup. Merci pour votre question et merci pour votre réponse, Dr. Godin. Je vais passer la parole à Ghislaine. Merci, Linda. Donc, merci, M. Akako, pour cette belle présentation. Ma question, elle est simple. Je pense que tout ce qui a été discuté, à moins que je ne me trompe, c'est relatif à l'hospitalisation. Mais qu'en est-il des médicaments, en fait? Voilà, vrai intérêt glissant, je peux dire. Pour les médicaments, tout dépend également du statut RAMQ versus non RAMQ, si vous voulez. Lorsque vous avez la RAMQ vous demande soit d'avoir une complémentaire selon votre statut. Lorsque vous travaillez et que la RAMQ trouve que vous êtes assez riche a priori, il faut que vous souscriviez à une assurance complémentaire. Et c'est la complémentaire qui s'occupe des médicaments. Si vous refusez de le faire, a priori, vous allez payer de votre poche les médicaments. Donc, idéalement, il faut le faire. Lorsque ce n'est pas, j'ai une chorale de l'autre côté. Lorsque ce n'est
excusez-moi, lorsque vous n'avez pas cette complémentaire et que vous avez une assurance privée, ces assurances privées couvrent exactement les médicaments que la RAMQ devrait couvrir. Donc, s'il y a des médicaments qui ne sont pas couverts par la RAMQ, et par exemple, des médicaments comme les vitamines, ou bien les médicaments pour ceux qui souffrent des troubles de l'attention, par exemple, qui sont souvent chers relativement, ces genres de médicaments, ce n'est pas couvert par la RAMQ, donc les privés aussi ne couvrent pas ça. Donc, est-ce que ça répond à votre question clairement? Oui, merci, ça répond bien à la question. Ok, merci. Aldrich a encore la main levée. Est-ce que c'est pour une autre question ou c'est toujours l'ancienne? Désolé, je ne savais pas qu'il fallait baisser. C'est correct. Donc, je vais vous partager le résultat du sondage. Comme vous pouvez le voir, félicitations à l'ABQ parce que la majorité trouve vos conférences mensuelles très utiles. Félicitations, Dr. Akapo. Votre conférence d'aujourd'hui est très intéressante pour la majorité. Et puis, il y a au moins 4 personnes qui ont des thèmes à proposer à l'ABQ. Donc, je vais vous inviter à contacter le président Rodrigue Dassi par WhatsApp ou l'appeler pour lui donner ces thèmes et ce sera avec plaisir qu'ils pourront organiser des conférences autour de ces thèmes-là. Et donc, je pense qu'on va conclure la rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie encore, Dr. Akapo, pour votre présentation et pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui comme information. On va dormir moins bête, comme on le dit. Je remercie l'ABQ pour l'organisation de cette conférence mensuelle qui continue encore de nous apporter beaucoup d'informations utiles et de nous aider à mieux nous orienter ou à mieux orienter notre vie ici au Québec. Monsieur le Président, le micro est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Akako, Dr. Akako et Madame la modératrice. Et je remercie également tout le monde, toute la communauté d'être présent. Ça nous a fait plaisir aujourd'hui encore de vous voir et de partager ces informations qui sont très utiles pour notre quotidien dans notre pays d'accueil, dans notre ville d'accueil. Donc, sur ce, je nous remercie tous. Je remercie également le bureau et je nous attends encore massivement pour la prochaine conférence. Donc, bonne fin de journée à tous et bye bye.